Le petit appartement de la Cité des Oliviers baigne dans la lumière dorée de cette fin d'après-midi de septembre. Et Lucie contemple les cadeaux éparpillés sur la table basse du salon avec un mélange de joie et d'appréhension qu'elle ne sait pas encore expliquer. Les chocolats belges de Sophie brillent dans leur emballage doré. Le parfum Chanel de grand-mère Marguerite trône élégamment dans son écrin. Et surtout ce magnifique sac Longchamp Camel que Théo lui a offert ce matin avec ce sourire tendre qu'elle aime tant. 18 ans aujourd'hui. Elle devrait se sentir heureuse, adulte enfin, prête à conquérir le monde comme elle se l'imagine depuis des mois. Mais quelque chose dans l'atmosphère la met mal à l'aise, cette tension familière qui flotte toujours quand Emma rôde autour de ses affaires. Ta sœur veut tout pour elle. La voix de sa mère claque dans l'air comme un fouet, brisant cette fragile bulle de bonheur que Lucie tentait de préserver. Marie-Claire Dubois se tient dans l'embrasure de la cuisine, les bras croisés sur sa blouse de travail froissée, et son regard dur fixe les présents comme s'ils étaient des objets de convoitise plutôt que des marques d'affection. « Maman, c'est mon anniversaire », proteste Lucie en sentant ses joues s'empourprer. « Ces cadeaux me sont destinés, ils viennent de mes amis, de grand-mère. » Emma lève enfin les yeux de son téléphone, ce sourire en coin qu'elle arbore toujours quand elle sent qu'elle va obtenir quelque chose. 16 ans, blonde comme leur mère, avec cette assurance naturelle de celle qui n'a jamais eu à se battre pour être remarquée. « Je les aime bien, ces trucs », lance-t-elle en désignant le sac d'un geste nonchalant. Surtout le sac, il irait parfaitement avec mes nouveaux jeans. « Tu vois ?» Marie-Claire s'avance vers la table, et Lucie recule instinctivement. Emma traverse une période difficile au lycée. Elle a besoin de se sentir valorisée. Toi, tu as toujours été débrouillarde. Tu n'as pas besoin de tous ces artifices pour avoir confiance en toi. Le cœur de Lucie s'emballe, tandis qu'elle regarde sa mère s'emparer du parfum, le retourner entre ses mains, comme pour en évaluer la valeur. Cette scène, elle l'a déjà vécue tant de fois. À Noël, pour ses résultats scolaires, chaque fois qu'elle recevait quelque chose de spécial. Non. Le mot sort de sa bouche avec une fermeté qui la surprend elle-même. Cette fois, c'est non. Le silence se fait pesant. Jean-Claude, son père, apparaît dans l'encadrement de la porte, les épaules voûtées par une fatigue qu'elle ne lui connaissait pas avant, mais il ne dit rien, comme toujours. Il évite son regard, fixe un point quelque part sur le mur, et cette lâcheté familière fait monter une nouvelle vague de colère dans la poitrine de Lucie. « Comment oses-tu » siffle Marie-Claire. Et pour la première fois, Lucie entend quelque chose de différent dans sa voix, une note presque désespérée. « Après tout ce qu'on a fait pour toi » Emma ricane, ce petit rire méprisant qu'elle maîtrise à la perfection. « Allez, Lucie, arrête ton cinéma. Je vais les avoir de toute façon, tu le sais bien, autant que ce soit sans drame. » Ces mots résonnent étrangement dans l'esprit de Lucie, comme un écho de quelque chose qu'elle aurait déjà entendu. Elle observe sa famille, sa mère aux traits tendus, son père fantôme, sa sœur triomphante, et ressent soudain ce sentiment troublant qu'elle porte depuis l'enfance sans jamais oser le nommer. Elle ne leur ressemble pas, ni physiquement, ni dans sa façon de penser, ni dans ses réactions. Et aujourd'hui, pour ses 18 ans, cette évidence lui frappe l'esprit avec une clarté nouvelle, comme si un voile se déchirait enfin. « Tu ressembles tellement à… » commence grand-mère Marguerite qui arrive de la cuisine, avant de s'interrompre brusquement en croisant le regard noir de Marie-Claire. Cette phrase inachevée, Lucie l'a déjà entendue plusieurs fois, toujours coupée au même moment, comme un secret qu'on refuse de dévoiler. Elle range ses cadeaux dans sa chambre ce soir-là, le cœur lourd, quand elle trouve une photo qui dépasse d'un album. Un couple qu'elle ne reconnaît pas, tenant une petite fille brune. Comment cette soirée va-t-elle se terminer ? 3 jours plus tard, Lucie fait défiler machinalement son fil Instagram quand son cœur s'arrête net sur une photo qui la frappe comme une gifle. Emma pose devant le lycée Montaigne, radieuse dans la lumière dorée du matin, et elle arbore fièrement le sac Longchamp Camel, celui-là même que Théo avait choisi avec tant de soin pour l'anniversaire de sa petite amie. Le téléphone tremble entre ses mains tandis qu'elle lit la légende. Nouveau sac, nouvelle vie. Merci à ma sœur généreuse. Les émojis cœur la narguent, et cette ironie cruelle lui serre la gorge comme un étau. Emma a même tagué plusieurs copines, s'appropriant publiquement ce mensonge éhonté avec cette facilité déconcertante qu'elle a toujours eue pour réécrire la réalité. Lucie dévale les escaliers de l'appartement, le téléphone tendu comme une arme.
et trouve sa famille attablée pour le petit déjeuner dans cette atmosphère faussement paisible qui caractérise leur matin depuis toujours. « Tu as vu ça ?» Sa voix vibre d'une colère contenue qu'elle peine à maîtriser. Marie-Claire lève à peine les yeux de sa tartine, et ce détachement étudié agace Lucie plus que n'importe quel cri. « Oh, ce n'est qu'un sac, ma chérie. Tu en auras d'autres. » Emma ricane derrière son bol de chocolat chaud, et ce petit rire satisfait fait bouillir le sang dans les veines de Lucie. « Tu ne le portais même pas. Et puis, il va beaucoup mieux avec mon style, tu ne trouves pas ?» L'aplomb de sa sœur la sidère. Cette capacité à transformer un vol en générosité, cette façon de retourner chaque situation à son avantage avec une aisance qui frise le génie manipulatoire. « Emma, rends-moi ce sac immédiatement », articule Lucie en essayant de garder son calme. « Il ne t'appartient pas. » Son père Jean-Claude se racle la gorge et ce son familier annonce toujours la même lâcheté déguisée en sagesse. « Écoute, ma puce, ta sœur traverse une période délicate avec ses copines au lycée. Si ce sac peut l'aider à retrouver confiance, cette justification pathétique achève de briser quelque chose en Lucie. Elle observe ces 3 visages qui devraient représenter l'amour inconditionnel, la protection, le soutien, mais qui ne reflètent qu'indifférence, manipulation et lâcheté. « Vous ne comprenez pas, » dit-elle d'une voix blanche. « Ce sac, c'est Théo qui me l'a offert. Il y a mis ses économies, il l'a choisi en pensant à moi. Et vous le donnez comme ça, comme si mes sentiments ne valaient rien ?» Marie-Claire soupire, et ce soupir résonne comme un jugement définitif. Théo comprendra. Il sait qu'Emma a besoin d'attention en ce moment. Cette phrase révèle soudain à Lucie l'ampleur du problème. Ce n'est pas juste une histoire de sac volé, c'est un schéma qui se répète depuis des années, une mécanique bien huilée où ses besoins passent toujours après ceux d'Emma. Elle se souvient maintenant de tous ces petits détails troublants qui parsemèrent d'eau son enfance, comme autant de signaux qu'elle n'avait jamais su interpréter. Ces phrases inachevées de grand-mère Marguerite « Tu ressembles tellement à… » avant de s'interrompre brusquement. Ces commentaires étranges de sa mère « Heureusement qu'on t'a prise » ou « Ta vraie mère n'aurait jamais… » Et surtout, cette absence totale de photos d'elle avant l'âge de 3 ans, alors qu'Emma en a des dizaines dès sa naissance. Ces questions qu'elle avait toujours repoussées refont surface avec une acuité nouvelle, comme si ce vol de sac avait ouvert une brèche dans un mur qu'elle s'était construite pour ne pas voir l'évidence. Ce soir-là, quand Théo passe la voir après les cours, son visage se ferme en apprenant la nouvelle. « Sérieusement, Lucie ? Tu ne peux pas récupérer un simple sac ?» Cette réaction achève de la déstabiliser. Elle qui espérait trouver en lui un allié découvre au contraire une lassitude qu'elle ne lui connaissait pas. « Ce ne sont que des histoires de famille », soupire-t-il en évitant son regard. « Tu ne pourrais pas juste laisser tomber ?» Cette indifférence lui fait plus mal que toute la méchanceté familiale. Pourquoi personne ne comprend que derrière ce sac se cache bien plus que l'évidence ? Le lendemain matin, Lucie se réveille avec cette sensation étrange qu'elle porte depuis l'enfance, mais qui aujourd'hui prend une forme nouvelle, plus pressante. Elle descend prendre son petit déjeuner et observe sa famille avec des yeux différents, comme si elle les voyait vraiment pour la première fois. Marie-Claire beurre ses tartines avec ses gestes mécaniques qu'elle répète depuis des années, ses cheveux blonds révélant ce visage angulaire aux traits secs. Emma fait défiler son téléphone en grignotant des céréales, et cette nonchalance trahit une assurance que Lucie n'a jamais possédée. Jean-Claude lit son journal en silence, évitant soigneusement le regard de sa fille aînée. Elles sont toutes les deux blondes, avec ses yeux clairs qui brillent d'une froideur calculatrice. Elle, Lucie, brune aux yeux noisettes, avec cette sensibilité à fleur de peau qui détonne dans cette famille où les émotions semblent toujours contrôlées, mesurées. « Maman ?» demande-t-elle en s'asseyant avec sa tasse de thé. « Pourquoi vous n'avez aucune photo de moi avant mes 3 ans ?» Le silence qui accueille sa question résonne étrangement dans la cuisine. Marie-Claire suspend son geste, la tartine à mi-chemin de sa bouche, et ce temps d'arrêt confirme les soupçons grandissants de Lucie. « Qu'est-ce que tu racontes ? On a plein de photos de toi, bébé. » « Non, maman. J'ai regardé tous les albums hier soir. Emma en a des dizaines dès la maternité. Moi, rien avant mes 3 ans. Et cette photo que j'ai trouvée, avec ce couple que je ne reconnais pas. » Emma lève enfin les yeux de son écran, et quelque chose dans son expression révèle qu'elle en sait plus qu'elle ne le laisse paraître.
Quelle photo? Lucie sort son téléphone et leur montre le cliché qu'elle a photographié. Un homme et une femme souriant, tenant dans leurs bras une petite fille brune qui lui ressemble de façon troublante. Jean-Claude replie brusquement son journal et ce froissement de papier claque comme un aveu. Lucie, ma puce. Certaines choses du passé. Non! L'interruption jaillit de Marie-Claire avec une violence qui fait sursauter toute la famille. Non, Jean-Claude, on en a déjà parlé. Cette réaction achève de convaincre Lucie qu'elle touche enfin au cœur du mystère qui l'entoure depuis toujours. Elle se lève, tremblante mais déterminée, et sa voix porte une fermeté nouvelle. « Je ne suis pas votre fille biologique, c'est ça ?» Le silence semble s'étirer à l'infini. Marie-Claire devient livide. Jean-Claude se tasse sur sa chaise comme un homme qui vient de recevoir un coup, et Emma laisse échapper un rire nerveux. « Bien sûr que tu es notre fille », finit par balbutier Marie-Claire, mais sa voix manque de conviction. « Tu es notre fille depuis toujours. » « Depuis quand, maman ? Depuis mes 3 ans ?» Cette fois, c'est Jean-Claude qui craque, et ses épaules s'affaissent sous le poids d'un secret trop longtemps porté. « Tes parents biologiques ? Laurent et Sylvie Moreau, ils sont morts dans un accident de voiture quand tu avais 3 ans. On t'a adopté parce qu'on voulait te protéger. » L'aveu tombe comme une pierre dans l'eau calme, et cette révélation se propage dans l'esprit de Lucie avec une étrange sérénité. Quelque part, elle le savait déjà. Cette confirmation ne la bouleverse pas autant qu'elle l'aurait imaginé. Au contraire, elle ressent un soulagement profond. « Pourquoi vous ne me l'avez jamais dit ?» Marie-Claire se redresse, et dans ses yeux passe cette lueur dure que Lucie connaît si bien. « Parce que tu es notre fille maintenant. Parce que nous, on t'a élevée, nourrie, habillée, et les allocations d'adoption, » ajoute Emma, avec cette cruauté qui la caractérise. « Ça aide bien quand papa perd son boulot. » Cette remarque révèle soudain une dimension qu'elle n'avait pas envisagée. Elle n'a jamais été adoptée par amour pur, mais aussi par nécessité financière. « Tais-toi, Emma », siffle Marie-Claire. Mais le mal est fait. « Moi, je le savais depuis longtemps pour l'adoption », continue Emma. « C'est pour ça que vous voulez qu'elle reste après le bac. Que va-t-elle faire maintenant qu'elle connaît enfin toute la vérité sur ses origines ? Les jours qui suivent cette révélation passe dans un étrange brouillard où Lucie se sent comme une spectatrice de sa propre vie. Elle observe cette famille qui l'a élevée avec des yeux nouveaux, et chaque geste, chaque regard, prend désormais une signification différente qu'elle apprend à décoder. Marie-Claire évite soigneusement de croiser son regard depuis la scène du petit déjeuner, et cette fuite permanente confirme que leur relation ne pourra jamais plus être la même. Jean-Claude tente quelques approches maladroites, des phrases inachevées qui commencent par « Tu sais, ma puce », avant de mourir dans le silence de sa propre lâcheté. Emma, elle, semble libérée par cette vérité enfin dévoilée. Elle affiche le sac volé avec une ostentation nouvelle, comme si elle marquait symboliquement son territoire maintenant qu'elle sait être la seule vraie fille de la famille. Le mercredi matin, Lucie prend sa décision. Elle descend à la cuisine où grand-mère Marguerite boit son café en silence. Cette femme qui a toujours été son unique refuge dans cette maison où elle ne trouve plus sa place. « Grand-mère, j'ai besoin de vous parler. » Marguerite lève vers elle des yeux fatigués qui portent le poids de secrets trop longtemps gardés. « Je me doutais que ce moment arriverait un jour, ma chérie. Viens t'asseoir. » Elle s'installe dans la véranda et le silence matinal les enveloppe comme une protection contre les oreilles indiscrètes. « Vous les avez connus, mes vrais parents ?» Marguerite hoche la tête et une tendresse inattendue adoucit ses traits. Laurent était instituteur, Sylvie professeure d'art. Des gens bien, simples, qui t'aimaient plus que tout. Cette information réveille en Lucie des souvenirs flous, des sensations plutôt que des images, une odeur de peinture, des mains douces, un rire chaleureux résonnant dans une cuisine ensoleillée. Pourquoi Marie-Claire m'a-t-elle adoptée ? Le visage de Marguerite se ferme légèrement, et Lucie comprend qu'elle touche là au cœur du problème. Au début, c'était de la générosité pure. Marie-Claire venait d'avoir Emma. Elle se sentait capable d'élever 2 enfants. Mais il y avait aussi les difficultés financières, les allocations. Et puis Marie-Claire s'est rendue compte qu'elle n'arrivait pas à t'aimer comme sa propre fille. Tu lui rappelais trop, Sylvie. Cette explication libère enfin Lucie d'un poids qu'elle porte depuis l'enfance. Cette culpabilité sourde qui l'accompagne. Elle n'est pas responsable de ce manque d'amour qu'elle a toujours ressenti. « Grand-mère, j'ai pris ma décision.
Je vais partir. Marguerite acquiesce sans surprise, comme si elle s'y attendait. J'ai un peu d'argent de côté, des économies que ton grand-père m'a laissées. Je peux t'aider pour un studio, le temps que tu t'organises. Cette proposition tombe comme une bouée de sauvetage dans l'océan d'incertitude où Lucie navigue. Vous feriez ça, ma chérie? Tu es ma petite fille de cœur depuis 15 ans. Pas de sang, certes, mais de cœur. Et le cœur, parfois, c'est plus fort que le sang. Ces mots résonnent en Lucie avec une vérité profonde qu'elle n'avait jamais osé formuler. La famille, parfois, se construit autant qu'elle se reçoit. L'après-midi même, elles parcourent ensemble les petites annonces, et Lucie découvre l'excitation mêlée d'angoisse de prendre sa vie en main pour la première fois de son existence. Quand elle rentre le soir, Marie-Claire les attend dans le salon, et son visage fermé annonce l'orage qui se prépare. « Alors, c'est ça? Tu nous quittes sans même essayer de discuter? Après tout ce qu'on a fait pour toi ?» Lucie regarde cette femme qui l'a élevée pendant 15 ans, et elle ressent une tristesse profonde pour cette incapacité à donner l'amour qu'elle aurait voulu recevoir. « Maman, Marie-Claire, je ne pars pas par colère. Je pars parce que j'ai besoin de découvrir qui je suis vraiment, loin de cette histoire qui nous empoisonne tous. » Emma apparaît dans l'encadrement de la porte, et pour la première fois depuis des semaines, son visage ne porte plus cette arrogance habituelle. Elle semble soudain très jeune, presque fragile. « Tu vas me laisser toute seule avec eux ?» Cette question révèle une peur que Lucie n'avait pas anticipée. En partant, elle laisse Emma face à toute la pression parentale qui va désormais peser uniquement sur ses épaules. Comment va-t-elle gérer cette nouvelle culpabilité, tout en construisant enfin sa propre liberté? 2 semaines plus tard, Lucie pousse la porte de son studio pour la première fois avec ses propres clés dans la main, et cette sensation de liberté mélangée d'appréhension lui donne le vertige. 22 mètres carrés sous les combles d'un vieil immeuble de la rue des Martyrs, avec cette petite fenêtre qui donne sur les toits de la ville et laisse entrer une lumière dorée qui transforme l'espace modeste en cocon chaleureux. Grand-mère Marguerite l'aide à porter ses affaires. Ces quelques cartons qui résument 18 années de vie dans cette famille, qui n'était pas vraiment la sienne. Vêtements, livres, photos choisies avec soin pour éviter trop de souvenirs douloureux, et ce petit ours en peluche qu'elle a gardé depuis l'enfance, sans jamais savoir qu'il venait peut-être de ses vrais parents. « C'est parfait, ma chérie », dit Marguerite en caressant le rebord de la fenêtre. « Tu vas être heureuse ici, je le sens. » Lucie hoche la tête, mais une boule d'angoisse lui serre la gorge quand elle réalise que ce soir, pour la première fois de sa vie, elle va dormir vraiment seule, sans le bruit familier des pas dans le couloir, sans les voix étouffées qui rythmaient de ses nuits depuis l'enfance. Le lundi suivant, elle commence son nouveau travail au café-restaurant Le Temps Perdu, une brasserie chaleureuse près de la faculté de droit, où les étudiants viennent réviser entre 2 cours. Le patron, Monsieur Dubois, l'accueille avec cette bienveillance bourrue des gens qui ont l'habitude d'aider les jeunes. « Tu verras, petite, c'est un bon environnement ici. Les clients sont corrects et mes employés forment une vraie équipe. » C'est là qu'elle rencontre Malik, serveur comme elle depuis 6 mois, qui étudie le droit en cours du soir, tout en enchaînant les services pour payer ses études. Grand, le regard intelligent derrière des lunettes discrètes, avec cette aisance naturelle de celui qui a appris à se débrouiller seul depuis longtemps. Leur premier échange se fait autour d'un plateau de tasses à nettoyer, dans cette cuisine minuscule où l'efficacité compte plus que les politesses. « Tu es nouvelle ? Je m'appelle Malik. Si tu as des questions sur l'organisation, n'hésite pas. » Sa voix porte cette gentillesse spontanée qui met immédiatement Lucie à l'aise, sans arrière-pensée, sans cette lourdeur qu'elle ressent parfois avec les garçons de son âge. Au fil des jours, ils développent cette complicité professionnelle qui naît quand 2 personnes travaillent ensemble efficacement. Malik lui explique les habitudes des clients réguliers, elle l'aide à réviser ses cours de droit pendant les pauses, et cette amitié grandit sans qu'ils aient besoin d'en parler. Un soir, en fermant ensemble le restaurant, Malik lui raconte son parcours avec cette simplicité qui caractérise ceux qui ont traversé des épreuves sans s'apitoyer. « J'ai grandi en foyer à partir de 14 ans. Mes parents n'arrivaient plus à s'occuper de moi. Au début, c'était dur, mais j'ai appris l'autonomie. Et toi ?» Lucie hésite un moment, puis se lance dans le récit de sa propre histoire, cette adoption, cette découverte récente, ce besoin de partir pour se construire.
Malik l'écoute sans l'interrompre, et son regard ne porte aucun jugement. « Tu as bien fait de partir », dit-il simplement. Parfois, il faut du courage pour se choisir soi-même. Cette phrase résonne en Lucie comme une validation de ses choix, une confirmation qu'elle n'est ni égoïste ni ingrate. Pendant ce temps, ses relations avec Théo se délitent progressivement. Il ne comprend pas pourquoi elle complique tout, pourquoi elle ne peut pas simplement passer l'éponge avec sa famille. « Avant, tu étais plus simple », lui reproche-t-il un soir au téléphone. « Maintenant, tu analyses tout, tu remets tout en question. » Cette observation révèle à Lucie l'étendue du fossé qui s'est creusé entre eux. Théo aimait la version docile d'elle-même, celle qui acceptait sans broncher. Cette nouvelle Lucie le dérange profondément. Emma, de son côté, lui envoie des messages contradictoires qui oscillent entre l'agressivité et la vulnérabilité. Un jour, elle l'accuse de les avoir abandonnés. Le lendemain, elle avoue que « c'est bizarre sans toi ». Ces messages touchent Lucie au cœur, parce qu'ils révèlent la souffrance d'Emma derrière ses carapaces, mais aussi parce qu'ils confirment que son départ a libéré des tensions qui couvaient depuis des années. 1 mois après son installation, Lucie fait le bilan en préparant son thé matinal. Les difficultés sont réelles, la solitude parfois pesante, la gestion du budget, qui demande une vigilance constante. Mais quelque chose a changé en elle. Pour la première fois depuis si longtemps, elle se sent à sa place. Mais cette sérénité naissante va-t-elle résister aux défis qui l'attendent ? 3 semaines plus tard, Lucie reçoit un appel de Théo qui va marquer la fin définitive de leur relation, bien qu'aucun des deux ne le sache encore, quand il commence à parler de cette voix tendue qu'elle lui connaît de mieux en mieux depuis qu'elle a déménagé. « Lucie, il faut qu'on se parle sérieusement. Tu ne peux pas continuer comme ça, à fuir tes responsabilités familiales pour jouer à l'indépendance. » Cette formulation l'a fait sursauter par sa condescendance assumée, cette façon qu'il a développée de présenter ses besoins émotionnels comme des caprices d'adolescente attardée. « Je ne fuis rien, Théo. Je construis ma vie. » « Ta vie ? Mais ta vraie vie, elle est avec moi, avec ta famille, même si elle est imparfaite. Tout le monde a des problèmes familiaux, Lucie, mais on ne quitte pas tout pour autant. » Cette phrase révèle à Lucie l'ampleur du malentendu qui s'est installé entre eux. Théo ne comprend pas que pour elle, il ne s'agit pas de fuir des problèmes ordinaires, mais de sortir d'une situation où son identité même était niée, où elle n'était qu'un personnage secondaire dans sa propre existence. « Tu sais quoi ? J'ai parlé avec mes parents, et ils sont d'accord pour qu'on se fiance officiellement cet été. Ça te donnerait une vraie famille, une stabilité. » L'énormité de cette proposition la laisse sans voix pendant quelques secondes. Théo vient de lui proposer le mariage comme solution à ses problèmes identitaires, sans même lui demander son avis, en négociant avec ses parents comme si elle était un objet de transaction. « Théo, est-ce que tu m'écoutes quand je te parle ? Est-ce que tu comprends que je viens de découvrir que j'ai été adoptée, que toute ma vie était basée sur un mensonge ? Justement, c'est fini maintenant, tu sais la vérité. On peut tourner la page et construire quelque chose de sain ensemble. Mes parents t'adorent. Tu auras enfin une vraie famille. » Cette réponse achève de lui faire comprendre qu'ils ne vivent pas dans la même réalité. Pour Théo, découvrir son adoption devrait être un soulagement qui la libère pour mieux s'intégrer à sa famille et à lui. Il ne saisit pas que cette révélation l'a poussé vers une quête d'authenticité qui rend impossible tout arrangement de convenance. « Théo, nous ne voulons pas les mêmes choses. Je ne veux pas d'une famille de substitution. Je veux découvrir qui je suis vraiment. Qui tu es vraiment. Mais tu es Lucie Moreau, ma copine depuis 2 ans, une fille intelligente qui se complique la vie pour rien. Avant, tu étais simple, spontanée. Tu acceptais les choses comme elles venaient. Maintenant, tu analyses tout. Tu dramatises. Tu cherches des problèmes partout. » Ce portrait d'elle-même la bouleverse par sa précision involontaire. Oui, elle a changé. Oui, elle analyse davantage, questionne ce qui lui semblait acquis, refuse ce qui ne lui convient pas. Mais ce changement, loin d'être un défaut, représente sa croissance vers l'autonomie et l'authenticité. Tu as raison, Théo. J'ai changé. Et je ne reviendrai pas en arrière. Le silence qui suit cette déclaration porte en lui la fin de leur histoire, même si Théo refuse encore de l'accepter. Réfléchis bien, Lucie. Tu vas perdre quelqu'un qui t'aime vraiment pourquoi ? Pour vivre seule dans un studio miteux en servant des cafés ?
Cette tentative de chantage affectif ne l'atteint plus. Au contraire, elle confirme que Théo ne l'a jamais comprise, qu'il aimait une version façonnée d'elle-même qu'elle ne peut plus être. Au revoir, Théo. Elle raccroche avec un mélange de tristesse et de soulagement qui la surprend elle-même. La tristesse de fermer un chapitre important de sa vie, le soulagement de ne plus avoir à justifier ses choix devant quelqu'un qui ne les respecte pas. Le soir même, en rangeant ses affaires, elle découvre une enveloppe que Marguerite a glissée discrètement dans ses cartons de déménagement. À l'intérieur, une lettre manuscrite de ses parents biologiques, Laurent et Sylvie Moreau, qu'ils avaient écrite pour ses 18 ans avant leur accident. « Ma chérie, si tu lis cette lettre, c'est que nous ne sommes plus là pour te voir devenir la jeune femme extraordinaire que nous savons que tu seras. Nous espérons que tu auras trouvé des gens qui t'aiment pour ce que tu es vraiment, avec ta sensibilité, ta créativité, ton besoin de justice. N'accepte jamais qu'on essaie de te changer. Ta différence est ta force. » Ces mots résonnent en elle avec une vérité profonde qui valide tous ses choix récents. Ses parents biologiques, qu'elle n'a pas eu la chance de connaître, lui donnent à travers cette lettre la permission d'être elle-même qu'elle n'a jamais reçue de sa famille adoptive. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son déménagement, Lucie s'endort sans angoisse, bercée par cette certitude nouvelle qu'elle est enfin sur le bon chemin. Le matin suivant l'apporte des défis inattendus qui vont tester sa détermination. Le matin suivant apporte effectivement ces défis, sous la forme d'un appel de Marie-Claire, dont la voix tendue révèle un mélange de colère et de panique que Lucie ne lui connaissait pas. « Lucie, il faut que tu reviennes immédiatement. Emma fait n'importe quoi depuis que tu es partie. Elle a séché les cours toute la semaine, et hier soir elle est rentrée complètement saoule. » Cette nouvelle la bouleverse plus qu'elle ne l'aurait imaginé, parce qu'elle révèle que son départ a effectivement libéré des tensions qui couvaient dans cette famille dysfonctionnelle, et qu'Emma en paie maintenant le prix. « Marie-Claire, je suis désolée pour Emma, mais ma présence ne résoudra pas ses problèmes. Au contraire, elle doit apprendre à vivre sans utiliser notre relation comme échappatoire. »« Tu ne comprends pas !» Le cri de Marie-Claire transperce le téléphone avec une intensité qui fait sursauter Lucie. « Depuis que tu es partie, tout s'effondre ici. Ton père ne dit plus rien. Emma devient incontrôlable. Et moi, je ne sais plus quoi faire. » Cette confession involontaire révèle à Lucie que sa présence servait d'équilibre précaire dans cette famille, un rôle qu'elle ne veut plus jamais jouer. « Marie-Claire, vous avez besoin d'aide professionnelle. Pas de moi. Emma et vous devez apprendre à communiquer autrement. » Aide professionnelle ? Tu parles comme une de ces psychologues à la mode. On est une famille normale, nous. On n'a pas besoin de ça. Lucie raccroche doucement, le cœur serré, mais déterminée à ne pas se laisser culpabiliser par une situation qu'elle n'a pas créée. Le soir même, au restaurant, elle raconte cette conversation à Malik pendant leur pause, et sa réaction la réconforte par sa justesse tranquille. « Tu as bien fait de ne pas céder. Les familles dysfonctionnelles ont cette capacité terrible à transformer leurs membres en boucs émissaires ou en sauveurs. Toi, tu jouais les deux rôles. » Cette analyse précise la frappe par sa vérité, et elle réalise que Malik comprend ces mécanismes parce qu'il les a vécus lui-même dans son propre parcours. « En fait, dit-elle après un moment de réflexion, je pense que je suis prête à chercher mes vrais grands-parents. J'ai leur nom grâce à la lettre, et j'aimerais savoir s'ils sont encore vivants. » Malik sourit, et cette expression illumine son visage d'une chaleur qui fait battre le cœur de Lucie un peu plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. « Je peux t'aider si tu veux. Avec mes études de droit, j'ai accès à certaines bases de données qui pourraient nous être utiles. » Ce « nous » la touche profondément, parce qu'il révèle que Malik s'implique naturellement dans sa quête sans rien demander en retour. La recherche prend 2 semaines, ponctuée de soirées passées ensemble dans la petite bibliothèque de droit, où ils épluent des annuaires et consultent des sites généalogiques, et Lucie découvre qu'elle aime cette complicité studieuse qui se développe entre eux, cette façon qu'ils ont de travailler ensemble vers un objectif commun. Finalement, ils trouvent une trace. Henri et Françoise Moreau, 72 et 69 ans, vivent dans un petit village près d'Aix-en-Provence, où Henri a été instituteur comme son fils avant sa retraite. Le premier appel téléphonique reste gravé dans la mémoire de Lucie comme un moment de pure émotion contrôlée. La voix de Françoise Moreau tremble quand elle comprend qui l'appelle. « Lucie ? Ma petite Lucie ? Mon Dieu,
Nous espérions ce moment depuis si longtemps. » Cette exclamation spontanée, chargée d'amour et de reconnaissance immédiate, contraste si violemment avec l'accueil qu'elle a toujours reçu chez les Dubois qu'elle en a les larmes aux yeux. « Grand-mère, puis-je vous appeler comme ça ? » ?»« Bien sûr, ma chérie. Tu es notre petite fille. Tu l'as toujours été, même si nous n'avons pas pu t'élever. Raconte-nous tout, comment vas-tu ? Es-tu heureuse ? » Cette conversation se prolonge pendant 2 heures, ponctuée de rires et de sanglots joyeux. Et quand Lucie raccroche, elle découvre que Malik est resté à côté d'elle pendant tout l'appel, respectant ce moment intime tout en lui offrant sa présence silencieuse et réconfortante. « Alors ?» demande-t-il avec ce sourire tendre qui commence à lui être familier. « Ils veulent me voir. Ils m'invitent en Provence le week-end prochain. »« c'est merveilleux. Tu y vas ? J'ai peur, » avoue-t-elle. « Et si je les décevais ? Et s'ils regrettèrent de m'avoir retrouvée ?» Malik prend doucement sa main dans la sienne, et ce contact, simple et naturel, lui donne le courage qu'elle cherchait. « Lucie, tu es exactement la petite fille qu'ils espéraient te retrouver. Va-y, découvre cette partie de toi qui t'attendait. » Ce voyage en Provence va-t-il lui apporter les réponses qu'elle cherche depuis si longtemps ? Le voyage en TGV vers Aix-en-Provence donne à Lucie le temps de réfléchir à ce qui l'attend, et elle ressent ce mélange d'excitation et d'appréhension qui accompagne tous les moments importants de l'existence, quand on sait qu'on ne sera plus tout à fait la même personne au retour. Malik a insisté pour l'accompagner, non pas par curiosité mal placée, mais avec cette délicatesse naturelle qui caractérise ceux qui comprennent l'importance des soutiens silencieux dans les épreuves émotionnelles. « Je resterai à l'hôtel pendant que tu feras connaissance avec eux, » dit-il en regardant défiler le paysage provençal. « Mais je serai là si tu as besoin de parler. » Cette proposition, dénuée de toute possessivité, touche Lucie par sa justesse. Malik ne cherche pas à s'imposer dans son histoire familiale, mais il refuse de la laisser affronter seule ses retrouvailles qui pourraient la bouleverser. La gare d'Aix baigne dans cette lumière dorée si particulière au midi, et quand Lucie aperçoit le couple âgé qui l'attend sur le quai, son cœur se met à battre si fort qu'elle en a presque le vertige. Henri Moreau ressemble étonnamment à son père Laurent, tel qu'elle l'imagine à partir des photos, même silhouette élancée, même regard bienveillant derrière des lunettes discrètes. Françoise, plus petite, rayonne de cette chaleur maternelle que Lucie n'a jamais connue avec Marie-Claire. « Ma petite fille », murmure Françoise en la prenant dans ses bras, et cette étreinte spontanée porte en elle 15 années de tendresse refoulée. Henri attend son tour, et quand il la serre contre lui, Lucie sent cette émotion masculine pudique qui ne trouve pas toujours les mots, mais qui s'exprime dans la force de l'étreinte. « Tu ressembles tellement à ta maman à ton âge, » dit-il d'une voix étranglée. Même regard, même façon de pencher la tête quand tu réfléchis. Cette observation la bouleverse parce qu'elle lui donne enfin une origine à ces petites manies qu'elle a toujours eues sans savoir d'où elles venaient. La maison des Moreau, nichée dans les collines qui dominent la ville, respire cette sérénité des foyers où l'amour a eu le temps de s'épanouir. Meubles anciens cirés avec soin, photos de famille qui racontent 3 générations d'instituteurs, jardin où poussent lavande et olivier dans cette harmonie naturelle que seuls les vrais jardiniers savent créer. Nous avons gardé la chambre de Laurent intacte, explique Françoise en montrant une pièce baignée de soleil. Ses livres, ses dessins d'enfants, tout ce qui pourrait t'aider à le connaître. Cette délicatesse la touche profondément, parce qu'elle révèle que ses grands-parents ont toujours espéré ses retrouvailles, sans jamais perdre l'espoir malgré les années qui passaient. L'après-midi se déroule dans cette douceur particulière aux conversations importantes, ponctuées de silences complices et de découvertes émerveillées. Henri lui raconte Laurent enfant, ses passions pour l'enseignement et la justice sociale, sa rencontre avec Sylvie dans ce même village où ils avaient grandi ensemble. Ils étaient un fait l'un pour l'autre, dit Françoise, en lui montrant des albums photos. Et il t'aimait déjà tellement avant même ta naissance. Ces révélations apaisent en Lucie des questionnements qu'elle portait depuis l'enfance sur sa légitimité à exister, sur sa place dans l'ordre du monde. Le soir venu, Malik les rejoint pour le dîner, et Lucie observe avec attendrissement comme ses grands-parents l'accueillant naturellement, reconnaissant en lui quelque chose de solide et de bienveillant qui les rassure sur le choix de leur petite fille. « Tu as trouvé quelqu'un de bien », glisse Françoise à l'oreille de Lucie, pendant qu'Henri fait visiter son potager à Malik. Cette bénédiction discrète
achève de convaincre Lucie que ce week-end marque un tournant décisif dans sa vie, non seulement par ses retrouvailles familiales, mais aussi par cette évidence nouvelle que ses sentiments pour Malik dépassent largement l'amitié. Plus tard, en marchant dans les rues éclairées du village, elle prend enfin le courage d'aborder ce sujet qui lui tient à cœur depuis des semaines. « Malik, je voulais te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Mais je crois que c'est devenu plus que de l'amitié, du moins de mon côté. » Il s'arrête de marcher et la regarde avec ce sourire tendre qu'elle aime tant, avant de répondre avec cette simplicité qui le caractérise. « Moi aussi, Lucie, depuis longtemps. Mais je ne voulais pas profiter de ta fragilité pendant cette période difficile. » Cette délicatesse confirme qu'elle avait raison de lui faire confiance, qu'il respecte son rythme et ses besoins plutôt que de les utiliser à son avantage. Leur premier baiser, sous les étoiles provençales, scelle cette évidence qu'ils ont trouvé l'un dans l'autre bien plus qu'un amour naissant, que leur réserve l'avenir maintenant qu'elle a retrouvé ses racines et découvert l'amour véritable. 6 mois plus tard, Lucie pousse la porte de son nouveau studio, plus spacieux que le précédent, dans le quartier latin où elle a décidé de commencer ses études d'assistante sociale à la rentrée prochaine. Cette fois, ce n'est plus la fuite qui guide ses pas, mais un projet de vie mûrement réfléchi qui s'enracine dans son expérience personnelle. Malik l'aide à porter les derniers cartons, et leur complicité amoureuse s'est épanouie dans cette sérénité des couples qui se sont trouvés au bon moment, quand chacun était prêt à accueillir l'amour sans en avoir désespérément besoin. « Tu es sûr que tu veux qu'Emma vienne ce week-end » demande-t-il en disposant les livres sur les étagères fraîchement montées. La relation avec sa sœur adoptive s'est lentement reconstruite depuis ce fameux message qu'Emma lui avait envoyé 3 mois plus tôt. « Lucie, je crois que j'ai compris pourquoi tu es partie. Maman et papa consultent un psychologue maintenant. Moi aussi. Est-ce qu'on peut se parler ?» Cette démarche courageuse avait ouvert la voie à des retrouvailles prudentes mais sincères, ponctuées de conversations difficiles où Emma avait fini par reconnaître sa jalousie maladive et sa cruauté passée. « Elle fait des efforts », répond Lucie en rangeant précieusement la lettre de ses parents biologiques dans son nouveau bureau. « Et je crois qu'elle a vraiment changé depuis qu'elle assume sa part de responsabilité dans notre relation toxique. » Emma arrive le samedi matin avec cette timidité nouvelle qui remplace son arrogance d'autrefois, portant un petit bouquet de fleurs des champs qu'elle a cueillies elle-même, geste simple qui touche Lucie par sa spontanéité retrouvée. « C'est joli chez toi, » dit-elle en découvrant l'appartement baigné de lumière. « Tu as l'air heureuse. » Cette observation, formulée sans amertume ni arrière-pensée, révèle combien Emma a mûri depuis qu'elle affronte ses propres démons au lieu de les projeter sur sa sœur. Elles passent l'après-midi ensemble dans le petit jardin partagé de la résidence, à planter des herbes aromatiques que Lucie a rapportées de Provence. Et cette activité paisible leur permet de parler enfin librement de leur passé commun. « J'ai toujours su que tu étais adoptée », avoue Emma en tassant la terre autour d'un pied de thym. « Maman me l'avait dit pour que je comprenne pourquoi il fallait que je sois sage, que je ne fasse pas de caprices. Ta sœur a déjà assez souffert, elle disait. » Cette révélation éclaire d'un jour nouveau l'enfance d'Emma, contrainte de porter le fardeau de cette différence familiale qu'elle ne comprenait pas, et Lucie ressent pour elle une compassion qu'elle n'aurait jamais imaginée. Au fond, on était toutes les deux victimes de leur dysfonctionnement, dit-elle en prenant la main de sa sœur. Toi, on t'a mise sur un piédestal qui t'empêchait d'être naturelle. Moi, on me reprochait de ne pas être reconnaissante de l'être. Emma acquiesce, les yeux brillants de larmes contenues. Maintenant, je comprends pourquoi tu partais toujours te réfugier chez grand-mère Marguerite. Elle était la seule à nous aimer vraiment, sans condition. Marguerite, justement, arrive en fin d'après-midi, apportant un gâteau aux pommes fait selon la recette de sa propre mère, et sa présence bienveillante achève de créer cette atmosphère de famille choisie que Lucie appelait de ses vœux depuis si longtemps. « Mes petites filles, » dit-elle en les regardant jardiner ensemble, « vous ne savez pas comme ça me rend heureuse de vous voir réconciliées. » Le dimanche, Henri et Françoise arrivent de Provence pour rencontrer enfin Emma et découvrir l'environnement parisien de leur petite fille. Leur retrouvaille avec Marguerite, qu'ils n'avaient pas vue depuis l'adoption, crée des ponts entre les deux familles qui se sont occupées de Lucie à différents moments de sa vie. « Nous vous devons tant », dit Françoise à Marguerite en la serrant dans ses bras. « Vous avez été sa vraie grand-mère quand nous ne pouvions pas être là. »
Cette reconnaissance mutuelle apaise définitivement Lucie sur la légitimité de ses attachements multiples, cette famille recomposée par l'affection plutôt que par le sang. Le soir venu, quand tout le monde est reparti, Lucie et Malik s'installent sur le petit balcon pour savourer cette paix nouvelle qui émane de leur vie commune. Elle travaille maintenant dans une association d'aide aux jeunes en difficulté familiale, et chaque jour lui confirme qu'elle a trouvé sa voie professionnelle dans l'accompagnement de ceux qui vivent ce qu'elle a vécu. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse ?» dit-elle en regardant les étoiles à peine visibles dans le ciel parisien. « Ce n'est pas d'avoir trouvé ma vraie famille ou même de t'avoir rencontré, même si c'est merveilleux. C'est d'avoir appris que la famille, ça se construit autant que ça se reçoit. » Malik sourit et prend sa main dans la sienne, cette même main qu'il avait serrée pour la première fois en Provence, quand elle avait peur de décevoir ses grands-parents. « Et tu as construit quelque chose de magnifique, Lucie Moreau. » Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent complète, non pas parce que tous ses problèmes sont résolus, mais parce qu'elle a appris à choisir ses liens et à cultiver sa propre définition du bonheur. Dans ce petit jardin parisien qui sent bon la lavande provençale, elle a enfin trouvé sa place. Oups. Oh man.
No. Chat. I'm so bad, help. I kinda wanna give up. Damn. Yikes. Messy soul. Bro, why'd they come for me like that? Please. I'm just a baby. They call me messy, bro. Looks like my screen's tapping.